Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le triangle de Karpman. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, voire vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais je vous propose d'aller plus loin dans la compréhension de ce triangle. Le triangle de Karpman est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman en 1968. Il met en évidence un scénario typique entre une victime, un sauveur et un bourreau, expliquant ainsi beaucoup de nos problèmes relationnels. En fait, ce triangle illustre les jeux psychologiques inconscients qui nous guident dans nos comportements et dans nos relations avec les autres, que ce soit dans le cadre familial, social ou professionnel. Il faut savoir que tout au long de notre vie, nous entrons tous dans ce triangle à un moment donné, souvent de façon inconsciente. Nous endossons un rôle et au cours d'une même conversation, nous passons de la victime au sauveur ou au bourreau, même si généralement nous avons un rôle de prédilection. En fait, si une personne endosse un rôle, elle incite et invite l'autre à jouer le rôle complémentaire. La communication est alors perturbée, puisqu'on rentre dans un système de manipulation. Les situations sont subies et donc souvent mal vécues. Alors que tout pourrait être plus fluide, plus simple, si chacun exprimait ses émotions et ses idées avec authenticité. Mais tant que nous n'avons pas compris les enjeux de cette mauvaise communication, nous sommes dans ces jeux de rôle, de façon plus ou moins importante et consciente. Et c'est ça qui est à l'origine de conflits et de souffrances. Voyons d'abord ensemble en quoi consiste chacun de ces rôles. La victime. La victime attire l'attention d'un sauveur, trop heureux de lui venir en aide. C'est un rôle idéal de choix pour attirer l'attention sur elle. En fait, dès lors qu'elle reçoit cette attention, dès lors qu'elle reçoit de la compassion, de la protection, la victime se sent aimée et exister. Pour une personne en manque affectif, c'est la situation idéale. Puis, comme elle est victime, elle se sent le droit de se plaindre. Ça lui fait du bien d'exprimer, d'extérioriser toutes ses difficultés. Surtout qu'elle n'est pas responsable. C'est de la faute de l'autre, d'un persécuteur. Et si elle ne trouve pas de persécuteur? Eh bien, elle va le créer. Ce sera alors la faute de la famille, de l'entourage, de la société, des institutions. Quel que soit le persécuteur, la victime ne se responsabilise pas, puisque c'est de la faute de l'autre. Donc elle n'a pas à faire l'effort de changer, d'où la nécessité d'avoir un sauveur pour solutionner tous ses problèmes. Vous l'entendez souvent, la victime, elle est très répandue. Oh, si tu savais comme je souffre. Ce n'est pas de ma faute. Je fais tout bien, il n'est jamais content, ça ne va jamais. Je n'ai jamais de chance. Pour toi, tout est plus facile. Personne ne fait attention à moi. Vous en connaissez? La victime ne se remet pas en question puisqu'elle est irréprochable. Si bien qu'elle se sent réellement victime, persécutée, maltraitée. Elle se sent opprimée au plus profond d'elle-même, impuissante, sans espoir. Incapable de prendre sa vie en main, de se positionner, de prendre des décisions, et donc de résoudre ses problèmes par elle-même en trouvant ses propres solutions. Comme je vous le disais, elle ne peut pas prendre sa vie en main. Elle attend que les autres le fassent à sa place. Elle ne connaît pas ses ressources pour sortir elle-même de sa situation de victime. Elle est dans des énergies négatives. Elle ne se sent d'aucune valeur. En fait, elle ne peut pas prendre plaisir à la vie. Dès lors qu'une personne cherche l'attention d'un persécuteur, dès lors qu'elle s'apitoie sur elle-même et recherche un sauveur, on rentre dans le rôle de la victime du triangle de Karpman. Le statut de victime permet de se complaire dans son malheur et d'éviter d'agir et d'avancer. Le sauveur. L'intérêt du sauveur est plutôt évident puisque adopter le rôle du sauveur, c'est tenir un rôle plutôt gratifiant. Le sauveur est une personne qui a tendance à se voir en position haute, contrairement à la victime qui, elle, va se déprécier. Ça lui permet d'avoir une bonne image de lui-même, mais aussi une bonne image auprès des autres. En fait, le sauveur se considère comme foncièrement bon. C'est pour ça qu'il va se permettre d'intervenir sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. En fait, le sauveur en fait trop. Pourtant,
Inconsciemment, il ne veut sauver personne. Au contraire, il va maintenir la victime dans son rôle de victime. Parce que le sauveur n'a pas intérêt à ce que la situation s'arrange. Si le problème est résolu, il n'a plus de raison d'être. Il n'a plus de raison d'exister. Et il perd ainsi tous les avantages liés à son rôle de sauveur. Rôle qui nourrit si bien son ego. Mais ce n'est pas tout. Le sauveur a la satisfaction d'avoir quelqu'un qui lui fasse confiance. Il se réjouit d'avoir quelqu'un qui dépende de lui, d'avoir du contrôle sur lui. Il se pose en supérieur, en dominant, face à l'ignorante et faible victime. C'est là tout le problème. Le sauveur place la victime en incapacité de faire par elle-même. Pour lui, la victime ne pourrait rien faire sans lui, sans sa présence. Il pense mieux faire, mieux savoir qu'elle. En réalité, il va s'occuper des problèmes des autres. Ça va lui éviter de voir ses propres problèmes et de trouver ses propres solutions. Le sauveur se reconnaît facilement. Laisse-moi t'aider. Je vais le faire pour toi. Je vais m'en occuper. Je me charge de tout. Je vais régler ça. Je suis sûre que ça vous évoque des personnes. Donc vous avez compris. Pour que le sauveur puisse perdurer, il a besoin d'une victime, mais également d'un persécuteur pour justifier son existence. Je vous précise également que le champ d'application du triangle de Karpman ne s'applique pas aux situations d'urgence. Le sauveur est à différencier des sauveteurs, les pompiers, les ambulanciers, les secouristes et tous ces corps de métier d'assistance qui, eux, vont agir en ayant une réaction adaptée à la survie d'une personne en réelle difficulté. Le persécuteur. Dans le drame de l'interaction, le persécuteur est une personne qui a tendance à rabaisser les autres en les critiquant, puisqu'ils sont stupides et incompétents. Le persécuteur établit les règles. Il décide, dirige, corrige à la moindre erreur. Il blâme, critique, accuse et pense que tous les problèmes sont liés au comportement des autres, et en particulier à celui d'une victime. Il ne pardonne pas le plus petit écart, et il n'hésite pas à tenir des propos dévalorisants, voire humiliants, mettant son interlocuteur dans une situation très inconfortable, en le mettant dans une position d'infériorité, en le faisant se culpabiliser. Le persécuteur se considère dans le droit. Il pense qu'il contrôle très bien toutes les situations et que sans lui, tout serait catastrophique. C'est quelqu'un qui est très souvent en colère, autoritaire, voire agressif. Il va justifier son comportement par sa supériorité. Lui, il sait, pas vous. Donc obéissez et ne discutez pas. En fait, il prend le contrôle sur l'autre, le pouvoir sur l'autre, et ça lui donne l'illusion de le contrôler. Généralement, il s'impose pour obtenir quelque chose en retour. Il veut tirer bénéfice de la situation. Il est intéressé. Et c'est ce qui le maintient dans son rôle de persécuteur et de bourreau. Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il continue. Puis après, il en demandera plus, ou il demandera autre chose pour pouvoir continuer à exercer son pouvoir de persécution. Le persécuteur n'a conscience que de ses propres besoins et il nie ceux des autres. Vous en connaissez tous, j'en suis certaine. Tu ne fais rien comme il faut. Je te le dis tout le temps. Tu es un incapable. Tu n'en serais pas là si tu m'avais écouté. Ceci dit, ce n'est qu'un rôle. En vérité, il cache souvent ses peurs et son manque de confiance face aux autres. Il est vulnérable. Il se protège de l'autre en le contrôlant. Et donc il a besoin d'une victime pour pouvoir se sentir fort, capable. Et il va la choisir, cette victime, en pensant qu'elle est plus faible que lui. Contrairement aux deux autres rôles, le persécuteur n'est pas toujours une personne. Je vous le disais tout à l'heure dans la victime. Le persécuteur peut être l'entourage, la famille, la société, les institutions, mais également la maladie, un handicap, une addiction. En fait, le persécuteur est tout élément extérieur qui met en difficulté une victime. Maintenant que nous avons bien identifié chacun des personnages de ce triangle dramatique, voyons comment les jeux psychologiques se mettent en place.
On rentre dans le triangle par n'importe quel côté, sachant qu'on peut changer de rôle à tout moment. Et à chaque fois, le rôle endossé apporte une satisfaction personnelle, comble un manque. La victime, en manque affectif, attire l'attention sur elle. Elle ne se responsabilise pas. Situation confortable pour ne pas agir et attendre qu'un sauveur vienne. Le sauveur, à l'inverse, se sent responsable. Il se gratifie d'une bonne image. Il est fort, généreux, bienveillant, indispensable. Quant au bourreau persécuteur, il agit pour lui-même. Il exerce son pouvoir à chaque occasion pour assouvir ses propres besoins. Vous comprenez qu'aucun des acteurs n'a réellement envie que la situation change. Chacun est satisfait de son rôle. Il y trouve un intérêt personnel. La victime ne sortira pas volontairement de son rôle de victime. Le sauveur ne cherchera pas réellement à aider une victime. Et le persécuteur ne cherchera pas à redonner à chacun son pouvoir. Les acteurs du jeu manquent complètement d'empathie. Le jeu va leur offrir une identité. Il va remplir un vide et ils deviennent dépendants les uns des autres. Ces comportements créent du malaise, engendrent de la souffrance. Et quelle que soit la position adoptée, il n'y a finalement pas de solution. Du moins, pas tant que les acteurs resteront dans leur rôle. D'autant que ce triangle s'alimente par lui-même, par des changements de rôle. Lorsque la situation devient intenable pour l'un des protagonistes, elle le pousse alors à changer de rôle, ce qui par la même occasion oblige les autres à changer également de rôle. Le sauveur, fatigué de voir la victime ne pas lui obéir ou lui résister, va devenir persécuteur. Ou la victime lasse de voir le sauveur tout décider, va devenir persécuteur. Et le persécuteur va être obligé de s'adapter au nouveau rôle de chacun. Quand on observe d'un peu plus près chaque rôle, on se rend compte que le but de chacun est de prendre le pouvoir sur l'autre. La victime culpabilise le sauveur s'il n'agit pas. Le sauveur empêche la victime d'agir par elle-même. Et le bourreau impose ses choix à la victime. La victime, bien qu'elle subisse les deux autres personnages, elle mène le jeu. Sans elle, le sauveur et le persécuteur n'ont plus aucune raison d'être. Certains diront que la victime est le maître du jeu. Comment sortir de ce triangle dramatique? Idéalement, il ne faudrait jamais y entrer. Mais comme je vous le disais, on y entre tous à un moment ou à un autre de notre vie, de manière plus ou moins consciente. Selon notre tempérament, selon notre vécu, nous avons un rôle de prédilection qui caractérise notre fonctionnement, nos comportements. Et à chaque fois que nous sommes mal à l'aise dans une situation, il est fort probable que nous soyons à l'intérieur du triangle en train de jouer un des rôles. Mais dès lors que nous conscientisons que ces rôles sont destructeurs, qu'ils nous enferment dans une spirale, mais surtout dès lors que nous décidons, que nous choisissons de ne plus jouer aucun de ces rôles, nous pouvons à ce moment-là changer radicalement de communication avec notre entourage. C'est à chacun de vouloir sortir de ce triangle dramatique, de choisir une nouvelle communication plus fluide, plus juste, en s'exprimant de manière factuelle, neutre, mais aussi honnête, avec bienveillance et respectueuse les uns des autres. Aucun persécuteur ne peut vous obliger à être victime. Aucune victime ne peut vous obliger à devenir bourreau ou sauveur. Et aucun sauveur ne peut vous empêcher de prendre votre vie en main. C'est en identifiant le rôle de chacun, en observant nos émotions, nos comportements de la vie de tous les jours, que nous pouvons prendre suffisamment de hauteur pour pouvoir percevoir une nouvelle réalité, en tenant compte du collectif et non plus que de notre individualité. C'est à cette condition que nous pouvons rétablir une bonne communication. C'est en sachant écouter l'autre et en prenant sa réalité en compte, tout en sachant nous écouter nous-mêmes et en prenant notre réalité en compte. La victime, en manque affectif, attire l'attention de l'autre. Et en attirant l'attention de l'autre, en pensant qu'elle a besoin de l'autre et que l'autre peut lui manquer, elle ne réalise pas qu'elle se manque à elle-même, qu'elle a besoin de sa propre attention. En fait, elle a besoin de se tourner vers elle-même pour apprendre à se connaître et à voir toutes ces ressources, toute la beauté enfuie à l'intérieur d'elle-même, dont elle ignore jusqu'à l'existence.
Elle a besoin de reprendre son pouvoir sur elle-même pour pouvoir prendre sa vie en main et se réaliser, sortir de son rôle de victime. De même, le sauveur, qui pense et fait à la place de l'autre, en ne reconnaissant pas le potentiel de l'autre, en négligeant ses besoins personnels, il se néglige lui-même. Il a besoin de se reconnaître, d'apprendre à s'aimer dans son entièreté. Il a besoin d'aller à l'intérieur de lui-même pour voir toute sa beauté, pour retrouver toute sa légitimité d'être pour lui-même et pour ne plus négliger ses besoins. Quant au persécuteur, qui cache sa vulnérabilité en adoptant un comportement autoritaire, humiliant, c'est à lui-même qui fait le plus de mal. S'il humilie et rabaisse l'autre, c'est qu'il manque profondément de confiance en lui. Il néglige et il nie l'autonomie de l'autre. Il s'illusionne être différent et donc autonome. Or, il est constamment dans le jugement et dans le contrôle de l'autre, mais surtout de lui-même. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin de reprendre son pouvoir personnel, son juste pouvoir, avec humilité et bienveillance. Pour lui-même d'abord, et son entourage ensuite. Bien sûr, il y aura toujours des personnes, des situations pour nous embarquer à l'intérieur de ce triangle dramatique. C'est à chacun d'être au clair avec soi, d'être lucide sur les enjeux et de se positionner en conscience. Une bonne communication se doit d'être claire et honnête. Disons ce que nous pensons sans nous mentir, quelles que soient les circonstances. Assumons-nous dans notre entièreté, sans nous sentir coupables. Soyons respectueux, empathiques. Pensons collectif. Aimons-nous. Aimons-nous nous-mêmes pour combler nous-mêmes nos propres besoins et ne plus attendre que les autres comblent nos manques. Parce que vous l'avez compris, nous avons tous été dans ces jeux de rôle. Et pour en sortir définitivement, nous avons besoin de nous remettre au centre de notre vie. Nous avons besoin de nous intéresser à nous, de nous faire confiance, de nous occuper de nous, de combler nos besoins personnels. Nous avons besoin de reprendre notre juste pouvoir. Nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes, avec bienveillance, sincérité, humilité. Nos comportements souffrants sont le reflet de notre manque d'amour pour nous-mêmes. Nous avons besoin de faire ce cheminement vers nous-mêmes pour trouver ou retrouver l'amour de nous-mêmes, l'amour de soi. Nous avons besoin de cheminer vers l'accueil de nous-mêmes, de cheminer vers l'accueil de soi. Apprenons à regarder l'autre avec un regard lumineux et bienveillant et redonnons-lui son pouvoir. Apprenons à nous regarder nous-mêmes avec ce regard lumineux et bienveillant et reprenons notre pouvoir. Soyons responsables de nos relations et de notre bonheur. Et n'oublions pas que nous avons à l'intérieur de nous, en nous, des ressources insoupçonnées qui nous permettent de nous suffire à nous-mêmes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a répondu à certaines de vos questions. En attendant, si vous souhaitez mieux comprendre les relations que vous entretenez avec votre entourage, mieux comprendre une situation personnelle ou reprendre votre pouvoir personnel, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site internet. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, d'ici ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.